Aujourd'hui, je reçois Claire qui est CTO chez Malt, la plateforme leader du freelancing en Europe qui met en relation des freelances avec des entreprises. La Scale-Up fait partie du Next 40 qui référence les 40 Scale-Up les plus prometteuses de l'écosystème en France. Claire a passé 6 ans chez Airbnb dans la Silicon Valley où elle a été notamment Head of Data sur une partie du produit. Elle est rentrée en France il y a bientôt 3 ans pour prendre le rôle de VP Data, puis de Chief Data and AI Officer et enfin de CTO chez Malt. Elle encadre une centaine de personnes. Et aujourd'hui, Claire va nous parler des chantiers data et IA qu'elle a mis en place en arrivant chez Malt. Et surtout, elle va nous expliquer quelles méthodes ou réflexes elle a développés lors de son expérience chez Airbnb et comment elle les a adaptés chez Malt. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait déjà plus de 300 personnes dans l'équipe data d'Airbnb à l'époque où Claire y était. C'est un niveau de scale qui n'existe pas vraiment encore en Europe et donc ces enseignements ont énormément de valeur. Hello Claire, ça va ? Salut Robin. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast pour la deuxième fois. Comment on industrialise sa data visualisation ? C'est la question que j'ai posée à Frédéric Forest, un expert du sujet. Il est venu nous faire une masterclass dans l'épisode 220. Il nous explique notamment ce qu'est le concept du design system qui est clé pour industrialiser sa data visualisation. Il nous détaille les étapes, les outils et l'organisation à mettre en place pour que ça fonctionne. Je vous mets le lien en description. Si vous souhaitez contacter Frédéric et vous faire accompagner sur ce sujet, je vous mets également son contact en description. Un immense merci à Datatory de sponsoriser DataGen. On peut rentrer dans le vif du sujet. La première phase, lorsque tu es arrivé chez Malt, a été une phase de réorganisation, de recrutement. Tu peux nous expliquer le contexte dans lequel tu arrives ? Oui, alors quand j'arrive vers la fin 2022, il y a 3 équipes data chez Malte. Une au produit, une au marketing, une chez les opérations. Et ça peut être une organisation qui est très bien à certaines phases de la croissance de l'entreprise. Mais à ce stade-là de Malte, il y avait plus de négatifs que de positifs sur avoir des équipes data à ce point décentralisées et embarquées voilà, dans les équipes métiers. Donc on voyait en fait vraiment ce silo dans les tables de données, des métriques en fait définies par chaque équipe qui étaient différentes. Et donc in fine, du mal à avoir la vue 360 sur le business et de décrire en fait le business avec l'analytics. Assez rapidement, on a finalement regroupé, recentralisé les 3 équipes. Bien sûr qu'il y avait des façons de travailler, des standards différents, donc ça n'a pas été nécessairement très facile pour tout le monde. Et puis après, restructurer et amener aussi les talents dont on avait besoin pour passer l'étape d'après, parce que c'est la vie de la scale-up, finalement, on est toujours en train de préparer la suite et de structurer l'équipe différemment. Donc ça a été peut-être ma première décision en arrivant dans l'organisation. Généralement, on dit qu'il ne faut pas prendre de décision avant 3 mois. L'équipe avait commencé à me parler avant que je démarre le job, donc je l'ai pris assez vite finalement au bout d'un mois cette décision. Et donc là, recentralisation, donc ce que ça veut dire effectivement, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, on retrouve un peu toutes ces mêmes personnes, plus certaines, mais toutes associées finalement à un manager data commun qui est toi, ce qui va permettre dans les faits d'aller attaquer les problèmes dont tu viens de parler, de silos dans les données, etc. C'est le fait d'avoir une vision commune, d'être plus proche au quotidien, d'avoir des cérémonies communes, juste pour qu'on touche un peu du doigt ce qui finalement fait la différence. Oui, alors le plus important là-dedans, et peu importe l'organisation, qu'on soit en mèche, comme en data mesh, en mèche en termes d'orga ou vraiment très 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 centralisé dans la façon d'opérer. Je crois beaucoup à l'hybride, moi, et d'ailleurs des organisations qui évoluent, mais la seule chose que je ne changerai pas au cours de la vie de l'entreprise, c'est que la data reporte à la data ou alors à la tech, mais pas à elle a une fonction qui est jugée partie, dans le sens où c'est très difficile pour des profils non seniors, et pour moi senior c'est plus de 10 ans de métier, une certaine attitude, c'est-à-dire pouvoir en fait dire non, c'est pas ce qu'il faut faire ou c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et par exemple, quand on fait de la data pour le marketing, si on n'est pas capable de challenger l'impact de l'équipe et le ROI de certaines initiatives, ça devient très très compliqué de faire son métier. Et donc en fait, on devient la data au service d'un storytelling. C'est pas forcément le cas chez Mal, mais par principe, pour se retrouver dans l'excellence fonctionnelle et la neutralité que doit avoir la data, à mon avis, c'est important. En fait, il y a vraiment un besoin d'indépendance pour ne pas intégrer des biais et ouais, des influences, entre guillemets, dans les analyses que tu vas porter. Et c'est quand même la base de la data à la fin de mesurer l'impact des initiatives. Donc, c'est crucial. Voilà, alors faut être très très très, très senior pour garder la tête froide, oui. Et il y a une initiative dont tu m'avais parlé aussi quand on s'est appelé, ça a été de recentrer les efforts sur un gros projet data science. C'était le projet de matching.
et puis d'en couper certains autres, voire presque tous les autres de mémoire. Tu peux nous expliquer pourquoi? Une de mes surprises, c'était, en arrivant chez Mal, c'était quand même le niveau des talents. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une équipe, assez solide en machine learning. Par contre, donc elle était vraiment, voilà, au sein de chaque squad produit et à l'époque, on ne pouvait pas avoir des machine learning dans chaque équipe et les gens faisaient plein de petits projets, parce qu'ils avaient beaucoup d'idées, des gens très business, donc ça, c'est très appréciable, hein, pour une équipe, data et machine learning. Par contre, quand on regarde, les gros enjeux de l'entreprise, et où est-ce qu'on a besoin de machine learning, bah, l'endroit le plus clé est sur le matching entre, les entreprises et les freelances. C'est le cœur de métier de Malte. C'est pour ça qu'il y a une équipe machine learning assez tôt dans l'histoire de l'entreprise, avec des profils, assez solides. Par contre, s'ils commencent à se disperser et faire plein de choses, oui, toujours des bonnes idées, mais par rapport à la maturité de l'entreprise trop tôt. Donc il a fallu en fait remettre, le focus sur ce sujet-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'ambition de faire beaucoup plus et il y a beaucoup, beaucoup d'idées. Mais à un moment, quand je regarde le ROI potentiel, du Mmh. travail, il fallait finalement pouvoir prendre des projets plus ambitieux aussi. C'est-à-dire, pouvoir faire du deep learning, passer certains steps, faire des projets qui parfois vont prendre, 3, 4, 5 mois. Cet espace-là pour l'équipe en fait. Oui, donc c'était une manière de se dire, en fait, peut-être il y avait, sur une base, de 10 personnes, par exemple, qui bossaient à temps plein sur de la data science, peut-être que tu en avais 50 sur le matching, 50 disséminés sur des petits projets et c'est une manière de se dire, en fait, on a encore un ROI plus important sur le projet du matching si on met 100 des ressources par rapport au ROI des différents projets. Enfin, finalement, c'est un peu un business case. Ça veut pas dire que peut-être qu'il y a un moment où le sujet de matching va atteindre un niveau de maturité où la courbe va un petit peu s'inverser et ça vaudra le coup de mettre des ressources ailleurs. Mais en tout cas, là, clairement, toi, de ta vision en arrivant, c'était pas le cas. Ouais, là, on parle vraiment de 3, 4 personnes en plus, Mmh. pas 10 à Oui. l'époque. Et au-delà de ça, un des changements qu'on a opéré, c'est amener des profils un peu plus, research et science. On a fait venir, je dirais, des fresh PhD, dans l'équipe pour aussi, voilà, créer cet espace, de temps plus long, pour pouvoir aller permettre à l'équipe de faire des steps plus grands. J'ai beaucoup de franglais, hein, excuse-moi. Non, pas de souci. Bah, j'ai dit en introduction que tu avais passé beaucoup de temps aux États-Unis, donc je pense que les auditeurs et les auditrices nous pardonneront. Et si besoin, j'essaierai de temps en temps de, de traduire. Je me souviens, effectivement, c'était quelque chose que tu as ramené des États-Unis et d'Airbnb pour le coup, où tu me disais que là-bas, c'était une grosse différence sur les profils, c'est que tu avais beaucoup de profils issus de la recherche ou qui avaient fait un passage en recherche et qui avaient des PhD. Tu disais pas forcément c'est mieux, c'est moins bien, mais en tout cas que c'est quelque chose qui t'avait marqué en arrivant en France, que du coup, il y avait une différence quand même dans la manière d'aborder les sujets, le temps passé aussi sur peut-être certaines phases, etc. Il y a vraiment un avantage du système français qui est la puissance des écoles d'ingénieurs ou voilà, cet ADN-là, qui fait qu'on a quand même des talents très pragmatiques, mais aussi business. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve moins dans la couleur des profils États-Unis. Il n'y a pas ces écoles d'ingénieurs. Donc tout le monde se passe par l'université. La voie d'excellence et le doctorat. Les voies d'excellence sont différentes, donc on va retrouver les meilleurs profils dans différents chemins. Au-delà de ça, alors moi j'ai ce biais d'avoir fait les deux finalement. J'ai une école d'ingé et après j'ai fait de la recherche. Et ce que je vois dans la recherche, c'est aussi un rapport au feedback qui est assez différent parce qu'en fait quand tu fais de la recherche, par principe en fait on essaye de casser ton travail, de trouver tout ce qui ne va pas dans ce que tu as fait. C'est l'approche en fait scientifique. Voilà, tu as ces hypothèses, tu as vu ces datas, tu as fait ce modèle, et tu vas présenter à une audience qui, en fait, va passer 1 heure à aller, voilà, chercher ton travail. Ils sont pas, en fait, là pour t'écouter, ils sont là vraiment pour challenger tout ce que tu fais. Donc moi, en tout cas, personnellement, ça m'a appris un recul par rapport au feedback et justement aller chercher le feedback. Qu'est-ce qui est pas bon là dans ce que je vous présente? Qui peut se retrouver sans avoir fait de la recherche, mais c'est quelque chose, voilà, qui, Et qu'il faut embrasser, encore une fois, la data. Ça rejoint un peu le sujet dont tu parlais tout à l'heure, d'être capable de challenger l'impact et perpétuellement quand même de remettre en question les données et de pas se laisser peut-être voilà, submerger par aussi parfois la story qu'on a envie de raconter, comme tu disais. tout à fait. Et il y avait un dernier point dont on avait parlé, un autre changement que tu as voulu opérer, plutôt côté analytics. Tu m'avais parlé, par exemple, pour l'illustrer, d'avoir arrêté le système de tickets. En général, tu as des équipes data qui se retrouvent un peu submergées par les tickets et tu as toujours un moment où on essaye de avoir une approche un peu plus proactive. Et c'est toujours un passage qui n'est pas évident. Là, au moins, c'est clair la manière dont toi, tu as voulu opérer ce changement. Et j'étais curieux que tu nous en parles un peu. Ça vient vraiment du même constat qui est, une équipe qui fait plein de petites choses et d'ailleurs, je me rappelle avant de rejoindre l'entreprise, un des data analysts me dit, «Voilà, j'ai vraiment pas le temps de faire des analyses, et considérer d voilà, potentiellement de partir de l'entreprise». Et donc on voit en fait, quand on cumule l'impact d'avoir travaillé, d'avoir passé sa semaine sur les tickets,
Quand on cumule ça sur des mois, des trimestres, sur l'année, on se dit: «Mais quel impact j'ai eu sur le business, en fait?» Il est très petit et c'est pas du tout satisfaisant, pour une équipe et d'ailleurs, une équipe qui sait, voilà, potentiellement quelles questions elle pourrait adresser et sur quel sujet elle pourrait aider ou comment peut-être automatiser et scaler, ce travail-là. Pour moi, il y avait 2 choses, mettre en place de l'analytics engineering pour justement aller chercher à, empower, voilà, à donner plus de la data dans les mains des stakeholders. C'est jamais facile, hein, c'est toujours une aventure, surtout quand on a de la dette. Parce que voilà, on avait, ce silo qu'on retrouvait dans les datas, donc beaucoup de choses à reconstruire. De la dette culturelle aussi, il faut, voilà, changer, les attitudes. Donc la mise en place d'analytics engineering était important, à ce stade-là d'entreprise et de l'autre côté, bah, complètement changer, le positionnement des analytics. Pour le coup, sur ce type de changement, je pense qu'on est obligé de faire des changements brutaux pour ensuite revenir vers un meilleur équilibre. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, vous restez voilà, à travailler proche de ce product manager ou de cette équipe, mais par contre, vous allez prioriser votre temps différemment, ça ne marche pas. Parce que les partenaires sont ancrés sur certaines attentes et la personne, en fait, n'est pas set up pour même, elle, changer sa façon de travailler, la façon de passer son temps. Donc là, pour le coup, il faut des fois faire des virages vraiment à 180, tout recentraliser, dire: «Bah, en fait, toute la roadmap va passer par moi ou par un manager pour un moment». Ce qui est pas désirable sur le long terme, mais ce qui est pas du tout, mais permet de vraiment réancrer et de protéger l'équipe. Et même là, on observe, en fait, naturellement des gens qui ont envie, en fait, d'aider, alors ça, c'est très bien, hein, d'aider le business et cetera et qui, en fait, quand on regarde comment ils passent leur temps, passent quand même 50 de leur temps sur des choses qui ont peu d'impact finalement et on pourrait dire non. Et c'est sorti un peu du process, mais c'est gens qui viennent demander des petites analyses à droite, à gauche et puis tu as envie d'aider. De toute façon, après, c'est sûr Voilà que et savoir dire non, c'est une compétence essentielle pour un data analyst. Peut-être la plus dure quand je regarde dans le voilà, passer de junior à intermédiaire, senior. Ça et la proactivité, c'est vraiment les 2 choses qui, dans la carrière du data analyst, sont game changer à un moment, juste avant, j'en profite pour, réexpliquer peut-être, l'analytics engineering sur lequel on est passé un peu vite, mais pour le schématiser, c'est une manière de dire que vous êtes allé passer beaucoup plus de temps sur la modélisation de la donnée à l'intérieur du data warehouse, donc on en a parlé pas mal de fois, sur le podcast et notamment sur la préparation de la donnée qui est la plus proche du business. Donc, parfois pour ceux qui connaissent le framework, de l'architecture médaillon, ça va être la couche gold, c'est-à-dire vraiment les données qui sont préparées pour être consommées par les tableaux de bord ou par le business ou directement via des requêtes SQL. Et le fait de passer beaucoup de temps sur cette modélisation permet de rendre plus autonomes les équipes business parce que bah, on a besoin d'être moins expert tout simplement pour aller retrouver ces données une fois qu'elles sont parfaitement préparées et adaptées au business. Et ça, en général, c'est vrai que c'est souvent la stratégie d'ailleurs qui est adoptée quand on veut ensuite, en tant qu'équipe data, se sortir des demandes du quotidien et pouvoir passer plus de temps sur des analyses à forte valeur ajoutée. ça, c'est sur le papier, Romain. Ouais, c'est la théorie, ouais. En réalité, la pratique est que tu n'as pas une entreprise qui a la même couleur de gens en data engineering, analytics. Quand j'arrive chez Malte, le data engineering, en fait, la force de ce groupe-là, c'est qu'on a des profils qui viennent, en fait, du software engineering et de l'ops. Donc des profils, vraiment très techniques et musclés, mais donc qui sont très, très en amont dans le processing, que tu décris et donc j'ai un trou même sur des choses que feraient des data ingé dans d'autres, entreprises. Nous, les analytics engineers sont un peu data ingé et ce que tu décris et les analytics sont analytics et un peu analytics engineer. Parce que quand tu as peu de gens aussi, c'est aussi désirable d'avoir un certain overlap entre les fonctions aussi et pas trop, de pas trop figer les rôles et responsabilités. Sinon en fait, tu es très vite coincé sur les projets. J'avais une question, après ça, par rapport à ce que tu me disais juste avant. Finalement, le fait de faire ce passage brutal, en revanche, bien évidemment, bon, tu peux le faire parce que tu as, comme tu disais, la seniorité, qui te permet de dire non, de l'expliquer, mais comment ça se passe, politiquement? Je sais pas si c'est le bon mot, mais je veux dire dans ta relation avec, les autres, personnes du leadership, alors que toi tu viens d'arriver, parce qu'il y a l'impact, on va dire, bah, pour les gens du quotidien qui reçoivent moins d'aide dans leurs tickets, mais je suppose que ça a dû, «escalader» entre guillemets, remonter, ça a pas été difficile aussi juste à gérer avec les autres stakeholders? Moi, quand je prends la décision, je me pose pas la question dans le sens où, il y a urgence à faire ce changement dans l'entreprise. Les gens comprennent que ça ne fonctionne pas. Les data analysts ne sont pas contents non plus. Donc on est obligé de faire le changement et après, c'est plutôt, en fait, expliquer que oui, ça va être painful. On fait du changement, donc le changement, les gens il y a des certains profils qui l'embrassent et d'autres non et c'est plutôt écouter, en fait, les concerns, les objections,
sans pour autant, changer de cap. Après, il y a aussi l'aspect, de seniorisation à certains endroits. C'est-à-dire que il y a des stakeholders quand ils travaillent avec, des data analystes, en fait, au bout d'un moment, peuvent se dire, «Ça, c'est possible, ça, c'est pas possible». Et de leur faire voir: «Ce que tu pensais être impossible, on peut le faire différemment, c'est pas forcément quelque chose qui, d'ailleurs, est long». Donc c'est d'amener d'autres perspectives et de les aider à voir là où on veut emmener l'équipe parce que de toute façon, on est là pour le succès de l'entreprise, pour le succès de Malte, toujours tous avec des perspectives différentes et je pense que quand ils comprennent que, bah, je suis pas là pour récupérer des gens ou, voilà, avoir l'équipe la plus grosse, pas du tout, au contraire. À ce moment-là, ils comprennent l'intérêt et on est plutôt dans la co-construction. C'est curieux de revenir après sur une autre phase. Donc, quand on s'était appelé, on avait parlé un peu de grandes phases qu'on avait découpées. Donc, la première, c'était vraiment un peu bah, cette restructuration, réorganisation, recrutement aussi, dont on a parlé un petit peu. Et ensuite, il y avait une phase où tu m'avais dit que toi, tu t'étais beaucoup impliqué justement bah, sur ce fameux projet de matching dont on a parlé un peu tout à l'heure. Et que tu t'étais impliqué personnellement. Et je me souviens que ça avait résonné parce que je m'étais dit, ah oui, c'est intéressant de voir bah, pourquoi, entre guillemets, à ton niveau, tu t'es quand même retrouvé à t'impliquer opérationnellement. Et donc, voilà, ça avait résonné. Peut-être tu peux nous expliquer voilà, le contexte autour de ça. Oui, donc je rejoins l'entreprise, donc plutôt vers la fin 2022. Fin 2022, c'est aussi ChatGPT. Donc forcément, comme toutes les entreprises, il y a la question, des modèles de langage, et des modèles de langage génératifs et quel est le potentiel pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les opportunités? Donc ma première année, on est vraiment, voilà, dans la transformation de l'équipe avec beaucoup de recrutements qui m'ont pris plus de temps que je pensais. Ça, j'ai sous-estimé ça, puisque dans mes entreprises précédentes, finalement, j'avais déjà un réseau sur lequel m'appuyer, je savais où aller chercher les gens et j'ai sous-estimé en fait le temps de reconstruire ça quand tu changes de pays. Donc ça c'était un learning important, sur cette première année et une fois que j'ai fait venir vraiment des gens très solides dans l'équipe, j'ai pu en fait, finalement passer du temps sur aussi, bah, les sujets qui me passionnent. Moi ce qui m'intéresse dans nos métiers, c'est comment la technologie finalement elle peut transformer, des business, des projets et venir, voilà appuyer à une mission. On est des geeks, je crois à la base. Et j'aime pas trop, en fait, être mis dans des cases. Tu sais, elle est dans la case data, donc elle fait ça, mais elle fait pas ça. Ce que j'ai adoré de mon expérience d'Airbnb et ce que j'en retire aussi dans ma façon d'animer les équipes, c'est, des fois autour de la table, on ne savait pas qui était produit, design, data, back-end. Parce qu'en fait, on cherchait plutôt à faire venir des compétences dans le groupe, mais après à pas limiter les gens dans leur perspective. Ça veut dire que tu respectes pas le craft et l'expertise des autres, au contraire. Mais le sens produit, finalement, il doit être infusé et diffusé partout. C'est ce que j'ai adoré dans ma dernière année Airbnb, où j'ai vraiment voilà, été très impliquée sur le projet de recherche par catégorie, cette expérience de browse. Et donc, forcément, quand on se pose la question de comment les modèles de langage peuvent aider à améliorer l'expérience client, l'expérience freelance dans le matching, plein d'idées. Plein d'idées et c'est pas qu'un challenge technique, il y a aussi vraiment un challenge UX, design, expérience utilisateur, puisqu'on vient mélanger différents paradigmes. La recherche par mots-clés qui a vraiment des codes très précis, la recherche sémantique, voilà, qui est toute nouvelle aussi dans l'écosystème et venir marier les deux. Quand est-ce qu'on montre des résultats? C'est des critères, c'est plus des filtres, etc. Donc il y a vraiment aussi des enjeux design. J'ai eu la chance à ce moment-là que bah, l'équipe me fasse confiance pour dire avec une petite équipe, on va avancer sur ce projet-là, puisque technologiquement, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas avant. Et puis pouvoir tester des choses, être très itératif sur l'année et avoir une adoption finalement assez importante, même auprès de clients grands groupes aujourd'hui qui, pour les 2 tiers, utilisent notre IA. Ouais, parce qu'effectivement, donc on est passé un peu vite au début sur le sujet, mais c'est peut-être intéressant de réexpliquer un peu le produit de Malte une seconde. On a expliqué le modèle au début, donc très schématiquement, c'est mettre en relation et matcher des milliers, des milliers, des milliers de freelances avec des milliers, des milliers d'entreprises. Donc on voit tout de suite qu'il y a un intérêt à pouvoir le faire de manière automatique. Et ça, justement, ça passe par une plateforme qui est, là, est connue, Malte, où on retrouve tous les profils des freelances, les offres peut-être des entreprises, etc. Et une IA qui vient permettre de matcher ça. Peut-être tu veux compléter justement sur certains aspects qui sont intéressants et qui permettent de comprendre à quel point justement cette technologie-là, elle est clé dans la croissance de Malte et dans le business de Malte. Alors en termes de data, c'est 850 000 freelances, d'un côté et 90 000 entreprises de l'autre, sur des métiers vraiment très, très différents les uns des autres. Bien sûr à l'origine, de la tech, de la data, mais aussi du produit, du design, du marketing, de la communication, les métiers de la finance, du légal, le consulting en stratégie, l'intérim management maintenant, l'intérim exécutif de plus en plus, bon j'en oublie plein, plein, plein. Donc ça peut être, compliqué de s'y retrouver. Les entreprises ont toutes leur nom de métier, leur taxonomie et cetera.
J'arrive sur Malte, est-ce que je tape data architecte, data ingénieur? Est-ce que c'est plutôt un data scientist, un machine learning? Le pouvoir des modèles de langage, c'est cette traduction, en fait. Finalement, de venir traduire un besoin. Imagine une PME qui se dit, «Je vais créer une application pour mon magasin». Quel métier je vais taper sur Malte? Casse-tête si j'y connais rien. Donc c'est là où vraiment on a vu l'intérêt d'utiliser des modèles de langage. Alors si je rentre un peu dans la technique, mais je crois qu'on a pas mal de geeks, non, sur DataGen? Ouais. On parle beaucoup des modèles de langage génératifs. Il y a aussi, finalement les modèles de langage qui viennent plutôt mesurer la distance entre les mots et les concepts. Et nous, on en utilise pas mal pour, voilà, comprendre quelle est la distance entre data scientist et machine learning engineer. C'est d'ailleurs comme ça que les transformers ont été créés par Google à la base, hein, venir mesurer la distance entre un mot en anglais et un mot en chinois, bah oui, c'est la traduction. Donc voilà, sur le champ des compétences, on vient faire ça aussi. Et c'est ce qu'on vient faire finalement avec, l'IA dans le produit, permettre une recherche sémantique, dans l'espace des compétences, sur Malte. C'est-à-dire que de l'autre côté, les freelances ont aussi un peu moins la pression à optimiser, leur page de profil avec tous les bons mots-clés. Parce que finalement, ce qui va compter de plus en plus, à mesure que l'expérience s'améliore, c'est vraiment d'avoir bien décrit qu'est-ce que tu as fait, tes projets, qu'est-ce que tu as accompli finalement dans tes projets passés, Et d'être beaucoup très plus que concret, quoi. de voilà, beaucoup plus que de lister, 200 compétences, donc ça, c'est la partie HR Tech de Malte et on a la partie FinTech aussi, puisqu'on fait la compliance, les paiements, l'avance de paiement et cetera, dans plusieurs pays d'Europe et au Moyen-Orient, donc voilà, juste pour être complet sur la plateforme. Excellent. Écoute, je te propose qu'on passe sur un peu justement la dernière phase qui est un peu plus récente. C'est que, après avoir été VP Data, puis Chief Data and AI Officer, tu es passé CTO chez Malte. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Pour moi, c'était pas du tout une évidence. C'est pas quelque chose, auquel je réfléchissais même, moi-même et je pense que c'est important aussi, de dire c'est au moment d'une entreprise, ça fait sens et on y va par rapport, voilà, les challenges, sur l'équipe tech et ce qu'on cherche à accomplir et ça aurait pas du tout fait sens pour moi si, il y avait eu 20 personnes dans l'équipe, si l'attente sur le rôle, c'était que je sois encore expert contributeur sur certains sujets, je suis pas la meilleure développeuse, du tout. Donc à ce stade-là, pour moi, ça fait sens parce que, finalement, on veut, vraiment infuser, distiller la tech partout dans l'entreprise, et ça veut dire, plutôt un profil de CTO qui va faire le pont entre, la vision, la stratégie de l'entreprise et comment la tech peut venir servir ça et transformer la culture et vraiment diffuser ça au-delà du produit. Diffuser ça, voilà, au marketing, à la communauté, au customer care, aux sales et finalement, par nature, c'est ce qu'on fait en data, dans le sens où, avec la data, on a une vue de 360 de l'entreprise. Et d'ailleurs, les problèmes data, généralement, reflètent les problèmes de l'entreprise. On parle de data quality. La data quality, généralement, c'est qu'il y a un problème en amont, de collaboration, de process, de produits. Enfin, c'est vraiment un problème data, en silo. Donc à ce stade de l'entreprise, le défi, correspond bien à cela. Et puis pour moi aussi, on est dans des phases où ça fait peut-être plus sens, d'avoir vraiment une équipe data à côté d'une équipe engineering. Je crois fondamentalement qu'on est en train de vivre une transformation des métiers. Je pense que moi, en tout cas, mon désir, c'est de voir des profils de plus en plus full stack. C'est-à-dire que quand on construit un produit, je pense qu'il est important d'avoir une vue aussi sur les flows data, de réfléchir data product aussi. On voit avec la démocratisation de l'IA que finalement, on peut construire des choses en utilisant des API third party. Oui, il faut peut-être une petite montée de compétences sur le fine-tuning parfois. Surtout avoir une réflexion sur l'évaluation. Donc, de toute façon, des couleurs data engineering, c'était déjà quelque chose que je poussais, finalement, avoir un peu moins de frontières entre les métiers. Donc, moi, ça m'intéresse, en fait, de voir comment on amène l'équipe à opérer, si tu veux, dans le futur. Tu vois, et de shaper, en fait, ce futur des métiers de la tech, où je pense qu'en fait, data ça devient une compétence, une couleur Par de rapport à profil d'autres full stack, profils. back-end, etc. Et à l'autre bout du spectre, sur des sujets plus analytics, du coup, c'est-à-dire que là, ça deviendrait aussi une couleur, mais de profils qui sont plus ops, c'est-à-dire que tu aurais finalement les PM, les marketeurs qui seraient leurs propres data analystes, un peu comme les soft eng seraient leurs propres data eng ou leurs propres data scientists. Alors, pour clarifier, je pense que il y aura des profils de plus en plus larges, mais il y aura toujours besoin d'experts. Donc, il y a toujours de la place pour moi, pour un expert machine learning qui comprend comment les modèles sont entraînés et on devra toujours entraîner des modèles sur nos data, même si l'équilibre, ce que j'utilise en externe et ce que je fais en interne, à mon avis, va un peu bouger. De la même façon, il y aura toujours besoin d'expertise data engineering, comme on a vu sur la sécu. Il y a toujours des experts sécu, par contre, c'est une compétence qui doit en fait grandir chez les profils back-end, full stack, etc.
L'analytics, c'est peut-être là où il y a le plus de questions. Mais je pense que de toute façon, l'analytics, est pas bien sec aujourd'hui. Donc là, il vit une disruption, mais de toute façon, il se cherchait aussi. Je vois, un fort impact, de la couleur statistique des profils, des experts en statistique, en inférence causale et tous les profils qui vont amener une réflexion, decision science, en fait, par leur métier d'analytics. C'est-à-dire, on en revient à dire non. Dire non, en fait, c'est poser la question de bah, si je te fais cette analyse, qu'est-ce que ça change sur ta décision? Tu peux choisir vert ou rouge. Des fois, en fait, la personne a déjà choisi vert, peu importe ce que tu lui montres. Donc, ne faisons pas l'analyse. Si tu es clair en disant bah, s'il y a un ordre de magnitude sur cette métrique, je choisis rouge, et bah, à ce moment-là, tu te focuses vraiment là-dessus et si tu fais pas toute une analyse. Mais de repartir de la décision qu'on cherche à prendre, c'est ça la decision science. Et ça permet d'ailleurs de dire quelle analyse je vais faire. Et on le voit très très peu comme démarche. D'ailleurs, Daniel Kahneman est une très bonne lecture pour ceux qui sont intéressés sur le sujet, psychologie, mais aussi beaucoup de statistiques dedans, et les biais. On rentre dans tous les biais de jugement humain, en fait, qui sont fascinants dans l'entreprise et qui rentrent dans pourquoi on a pris cette décision, pourquoi on a ces priorités, etc. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est quoi? C'est Thinking Fast and Slow, je crois. Aussi, oui, c'est un de ses livres. C'est un Ouais. de ses Ouais, livres, ouais. ouais, ouais. Ok. On mettra ça en description. Et je reviens une seconde sur ce que tu me disais tout à l'heure, sur pourquoi c'était cohérent dans le contexte de Malte aussi, que toi, tu prennes ce rôle de CTO. Je pensais que tu allais me dire que c'était aussi très lié tout simplement à la révolution de l'IA, à l'importance de la brique et de la technologie de matching sur laquelle vous travaillez, un peu comme Snowflake qui vient de changer de CEO, oui, ça fait un petit moment, pour prendre quelqu'un bah, qui travaillait vraiment sur une brique IA, quand auparavant c'était peut-être plutôt encore les, je sais pas, peut-être les fondateurs qui portaient la vision et qui venaient plutôt du warehouse. Souvent aussi le leader vient incarner un changement de vision et un changement de marché. Et moi je le voyais peut-être un peu comme ça de ton côté, et pourtant c'est pas forcément ce que tu viens de citer. Alors, pas sur la stratégie et le poids sur l'IA, ça je pense que c'était déjà très fort. Par contre, sur le changement autour des métiers, certainement, mettre plus d'overlap entre les compétences, oui. Après, j'apprends aussi beaucoup sur la partie fintech, sur la partie sécu, la partie IT aussi, c'est des choses nouvelles. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire évoluer l'équipe en termes de pratique. C'est-à-dire, les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé dans le passé, c'est aussi des entreprises qui sont excellentes dans leur façon de délivrer, dans l'impact en fait des équipes tech. Je pense qu'il y a des choses intéressantes aussi à apprendre, à tester dans le contexte de Malte. Par exemple, quand on réfléchit au rôle du manager en tech. C'est déjà un point de vue fort que j'avais en data, que j'ai mis en place. Ça m'intéresse de faire évoluer les lignes aussi plus largement au sein de l'équipe tech. Comme je te le disais, je pense qu'on est tous des passionnés en fait. Quand tu fais de la tech, généralement, tu te lances parce que t'aimes ça. C'est très difficile en fait si t'aimes pas. Et il y a des livres, je pense, de management qui ont fait beaucoup de mal à l'industrie. En me disant, bah, tu passes manager, vraiment, tu ne touches plus une ligne de code, quoi. Je pense que ça nous dessert. Parce que oui, c'est vrai, il faut construire ce muscle de déléguer, de faire aux autres, qui est un muscle totalement nouveau quand tu deviens manager. Mais en fait, ce qui est important, c'est de garder un pied dans le craft et de trouver comment tu continues à contribuer et à avoir des points de vue craft assez forts. Que ce soit en challengeant l'architecture, que ce soit en allant tester des nouvelles technologies, etc. Donc surtout aujourd'hui où les choses vont très très vite, pour moi c'est très important en fait de faire évoluer. C'est un des exemples peut-être, tu vois, des choses qu'on est en train de faire évoluer. Ouais, donc c'est autant finalement des bonnes pratiques autour du craft, du management, mais de la tech au global que tu avais adopté chez Airbnb quand tu y étais, que finalement la couleur IA super forte, quoi. Ça rejoint un peu ce que je disais en intro, c'est aussi ouais, le fait que tu aies vu un niveau de scale d'équipe tech au global dans leur fonctionnement, dans l'organisation, dans les profils, etc. Et comme tu le dis, finalement, bah, la data était une partie de la tech. Oui, c'est ça. Et puis on a des profils voilà, qui partaient au produit, qui partaient en back-end. Alors, il y a toujours un cost voilà, à prendre, mais je crois beaucoup voilà, au mouvement des gens aussi entre les domaines. Donc, c'est important de faire ça. Airbnb, on n'a pas toujours été organisé de la même façon, avec des rôles super précis. C'est quelque chose sur lequel on s'est cherché. En 6 ans, on a testé plein de choses différentes. Moi, quelque chose que j'ai beaucoup poussé, c'est l'aspect tech lead. Qu'est-ce que c'est un tech lead? Est-ce qu'on a des tech lead managers? Donc des réflexions autour du rôle du manager aussi et du manager dans la tech, où en fait je m'étais rendu compte avec même à l'époque la vitesse d'évolution des choses que bah, des gens qui étaient pure people manager, au bout de quelques années en fait ils avaient du mal à être valorisés dans l'organisation
et à évoluer, ils étaient stuck en fait. Et donc j'ai vu à quel point continuer à développer son craft, avoir des points de vue craft, être proche finalement de ce qui se fait, de l'architecture, c'était super important parce que quand on te pose la question, bah, on va à droite ou à gauche en termes de techno. Ben, si t'as pas de point de vue, c'est compliqué. D'ailleurs, ça fait lien avec un sujet dont tu m'avais parlé qui était apparemment, vraiment clé en ce moment et que tu avais pas forcément vu venir. C'était le retour du make or buy, le fameux avec l'importance, croissante des enjeux de souveraineté et donc tu me disais que, ouais, c'est quelque chose qui était très présent. Tu veux que tu nous le dises toi dans tes mots? Oui, alors j'ai un gros biais, dont je me suis rendu compte finalement, il y a peut-être 1 an. J'ai travaillé aux États-Unis, donc pendant des années et des années, et donc quand il s'agissait de choix technologiques, bon là je me posais pas trop de questions. Entre en France, Malte est sur Google Cloud Platform, hein, qui est une super plateforme, qui amène beaucoup de choses. Et puis voilà, on met en place des choses, on a de nouveaux besoins, donc on cherche de nouveaux outils et facilement tu fais des choix de ce que tu connais. En fait, il y a un peu cette facilité, tu connais cette techno et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte, du biais de la puissance marketing des États-Unis. C'est-à-dire que tu peux avoir en fait de très bonnes solutions aussi en France, en Europe, équivalentes, et donc mais ça demande de cet effort-là d'aller regarder, d'aller se connecter à l'écosystème et puis aussi, moi je suis rentrée en France pour contribuer à l'écosystème, à un projet français, européen et cetera. Donc aussi de voir en fait, en rencontrant de plus en plus de gens dans l'écosystème qui ont des projets intéressants, dans ma façon de décider ou d'aborder ces choix, techno, de me dire: «Je j'aide pas du tout à en fait, à cet écosystème-là» et c'est la puissance de l'écosystème de la Silicon Valley. C'est-à-dire, oui, tu connais tout le monde, tu les croises au café, au machin, aux events. Donc tu sais que, il y a ce truc-là qui marche bien, et tu fais ces choix-là et ça se nourrit. Ça se nourrit, c'est comme ça que ça grossit et qu'ensuite ça explose et avec la puissance du marketing, c'est adopté mondialement parce que tout le monde regarde la Silicon Valley. Donc je pense qu'en France, en fait, et en Europe plus largement, c'est vraiment important de se dire: «On regarde, on va chercher, est-ce qu'il y a ces solutions-là?» et si elles sont, au même niveau, bah, on les favorise, en fait. Ça a beaucoup de bénéfices d'ailleurs, hein, de pouvoir aller voir la personne qui est à 2 métros, du bureau ou de la croiser à des événements et de faire des feedbacks sur la roadmap, telle feature sera intéressante et c'est comme ça qu'on va aider ces entreprises-là aussi à voilà, être les meilleures. Ça, c'est plutôt une réflexion, en toute transparence, que bon, il y a 2 ans, quand on a discuté, on n'a pas du tout parlé de ça, tu vois? C'était pas encore quelque chose que j'avais en tête et avec ma prise de rôle, et je pense la dynamique, macroéconomique actuelle, les enjeux, je pense mondiaux, quelque chose qui est important pour l'équipe, de se dire comment on fait ses choix, de chaque partie. Quelle est notre résilience, en fait, à certains événements? Comment, en fait, on fait des choix aussi, plus résilients, plus éthiques, et cetera, sans pour autant, se dire, demain on fait une migration cloud, tu vois? Qui ferait pas sens pour notre taille, d'entreprise, mais peut-être, voilà, il faut être multi-cloud, il faut un peu réfléchir, voilà, différemment. Et ça vient principalement du coup de toi et de l'équipe data ou de l'équipe tech ou c'est aussi quelque chose que tu ressens plus globalement dans l'entreprise, que c'est important pour les gens, culturellement, que c'est quelque chose qui ressort des discussions et que du coup, faut aussi s'adapter en fait à ce que veulent les gens globalement dans l'entreprise? Alors, ça vient beaucoup de l'équipe et d'une réflexion personnelle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi regardé est-ce que c'est quelque chose qu'on voit, plus largement dans les datas de Malte? Puisque, tu as 90 000 entreprises d'un côté, et des millions de recherches, tu vois, en 2024. On sort, tous les ans nos tech trends. Voilà, c'est quoi les technologies qui explosent, celles qui sont en train de plutôt descendre et il y a un pattern qu'on voit, qui est que les entreprises commencent à favoriser, le contrôle dans leurs choix technologiques. Que ce soit, par contrôle, je veux dire, aller favoriser des solutions souveraines. Donc, par exemple, on voit que la demande pour Scaleway, elle a doublé l'année dernière. La demande pour Scaleway reste plus petite que pour des compétences Azure, Google Cloud Platform, AWS, mais elle grossit beaucoup plus vite l'année dernière. On le voit aussi sur la croissance de la demande pour l'open source, sur les large language models ou d'autres outils BI, par exemple. Ça croît plus vite que des solutions propriétaires. Mistral, x8 en 2024. Donc la demande pour Mistral, maintenant, elle est un peu au-dessus de celle pour Gemini. Alors ça reste en dessous d'OpenAI. Donc on voit une mouvance, les prémices de ça en 2024, ouais. Écoute, Claire, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une nouvelle recommandation de contenu, parce que tu en avais déjà fait la dernière fois, à partager à nos auditeurs? Oui, moi j'invite toujours, les auditeurs data à aller, explorer, d'autres choses que la data dans le contenu. Donc j'avais parlé du podcast de Lenny, qui est très produit, de plus en plus d'ailleurs business aussi, qui a des éléments,
même plus de posture, de communication. Et peut-être pour sortir de ça, alors Yuval Noah Harari, je trouve que c'est aussi quelqu'un de très intéressant. Il y a les livres derrière, on en Ouais, discutait. Homo sapiens. Oui, ou alors son dernier livre de 2024, le titre, je l'ai plus en tête, mais qui peut être intéressant pour réfléchir aux transformations de la société. Et puis on en a parlé dans le podcast, Daniel Kahneman, mais je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant sur les biais humains, comment on prend des décisions. Et ça, pour le coup, je pense, peu importe le métier, quand on le fait dans l'entreprise, quand on fait de la tech dans l'entreprise, finalement, à la fin, c'est des humains, on influence la décision d'humains. Et donc ça, je trouve que ça peut être vraiment un atout au quotidien. Bah, écoute, je mettrai tout ça en description. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Ce qui m'a fait le plus progresser, c'est vraiment n'être exposée à des gens qui étaient les meilleurs dans leur domaine. D'être juste dans la salle, tu vois, et les entendre. Brian Chesky, voilà, les heures que j'ai pu vous voir opérer à faire des revues de design, à faire des feedbacks aux équipes, moi, ça m'a fait gagner énormément de temps. Donc, juste de voir ces personnes-là opérer, et je pense d'ailleurs c'est ce qu'on va chercher quand on travaille à San Francisco. C'est finalement l'excellence des gens qui nous entourent. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Bah écoute Claire, on va rester là-dessus. Merci beaucoup Merci d'être Robin. venue sur le podcast à nouveau pour nous partager ton retour d'expérience de ces dernières années. Et puis peut-être j'en profite, dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode, mettez-nous un petit commentaire où que vous soyez, venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Claire pour diffuser cet épisode. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Claire. Salut. On a créé un dossier dans lequel on a listé les 100 ressources préférées des leaders et experts data invités sur le podcast. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs ressources préférées. On les a centralisées dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description.